Pour recommencer, pour ceux qui n'avaient pas entendu brièvement, merci d'être là pour notre Assemblée générale extraordinaire et notre Assemblée générale ordinaire. Donc, on avait une proposition d'ordre du jour. On va commencer avec l'Assemblée générale extraordinaire, donc avec l'ouverture de l'Assemblée générale, nomination d'un président et d'une secrétaire d'Assemblée, adoption de l'ordre du jour, adoption des règlements généraux et la levée de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, ce que je disais, c'est que je proposais comme président d'Assemblée Richard Bousquet, un de nos membres qui a l'habitude de faire ça, et de Valérie Gendron comme secrétaire de la permanence de la FPJQ. Donc, est-ce que quelqu'un seconde? Un appuyeur. Un appuyeur. Vous pouvez lever la main pour appuyer. Oui, je peux appuyer Jean-Benoît ici. Pierre Saint-Arnaud, c'est beau. Donc, vous avez 2 appuyeurs pour les 2 postes. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la nomination de la présidence et du secrétariat d'Assemblée? Personne ne demande le vote, donc les 2 personnes sont élues à l'unanimité. Ça nous amènerait au point 3 de l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, justement. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption des règlements généraux. Point 5, levée de l'Assemblée générale extraordinaire. Je prendrai à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. C'est proposé par Marie-Ève Martel, c'est appuyé par Jean-Benoît Nadeau. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption de l'ordre du jour? Personne ne demande le vote. L'ordre du jour est donc adopté. On peut procéder au point 4, adoption des règlements généraux. Et sur ce, je cède la parole à Julien Renaud. Oui, bonjour. Je n'avais pas été mis au courant que je faisais la présentation. Mais je suis présent. Julien? Est-ce qu'il y a le document à partage? OK, là, on t'entend. Oui, est-ce que vous avez le document à mettre en partage d'écran? Je n'étais pas au courant que je faisais la présentation ce matin, mais ça va me faire plaisir. Donc, est-ce que vous avez le document pour le partage d'écran? Oui, ça s'en vient, Julien. Ce ne sera pas long. Alors, le voici. Je vais me présenter. Julien Renaud, je suis administrateur représentant des régions depuis 1 an sur le CA de la FPJQ. Puis j'ai été désigné par le conseil d'administration pour être le président du comité gouvernance qui était complété par Jean-Benoît Nadeau et Marie-Ève Martel qui sont ici aussi avec nous aujourd'hui. Ça a été une très grosse année de travail pour en arriver à une nouvelle version des règlements généraux. Ce mandat-là a occupé beaucoup de notre temps cette année. De la façon qu'on a procédé, on avait les anciens règlements généraux. Il y avait l'IGOP, l'Institut de la gouvernance, qui avait fait une analyse aussi de notre fonctionnement et de nos anciens règlements généraux et une proposition de nouveaux règlements généraux. On a retenu certaines propositions, on en a rejeté d'autres parce que souvent, ça s'éloignait un peu de notre réalité de fédération professionnelle. Puis, on a également regardé les statuts et règlements de plusieurs autres organisations comparables pour voir là, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis on a donc réussi à en arriver à une nouvelle version des règlements généraux en comparant là, tous ces documents-là, puis en discutant chaque mot et chaque virgule là, pour en arriver avec le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on peut sauter, je crois, à la table des matières, puis aller dans le vif du sujet. Alors voilà, je ne sais pas si, Michael, je fais la lecture intégrale ou je cible les changements qui ont été faits de façon plus ciblée. Juste les changements, ça va être correct parce qu'on a vraiment repris la base avec les changements. Désolé si mon son n'est pas bon, c'est pour que nous puissions entendre aussi ce que dit Julien.
Parfait. Alors, le chapitre 1, disposition générale, je vais vous dispenser la lecture. C'est vraiment plus de la terminologie. Vous avez aussi eu la chance de les lire là, avant l'Assemblée. Le document avait été rendu public. On a simplifié beaucoup l'appellation aussi avec fédération qui revient partout. Dans les anciens règlements généraux, on se promenait entre fédération, société, FPJQ et plusieurs autres termes. Donc, on peut descendre. Le cadre légal, c'est pratiquement du copier-coller des anciennes versions également. Le siège social, le sceau, etc. C'est plus dans le détail. Je pense qu'on va prendre plus de temps ailleurs. Au niveau de la mission, on a décidé d'y aller avec une mission plus ciblée en quelques phrases, alors que les anciennes versions avaient des objets aussi. Ça prenait des pages et des pages. Je pense que c'était important de cibler une mission précise. Ça, je vais vous la lire au complet. En cohérence avec les lettres patentes, la Fédération a d'abord pour objet de défendre la liberté de presse et le droit du public à l'information. Elle contribue également à la poursuite de l'excellence dans la pratique du journalisme au Québec et alimente la réflexion sur les enjeux qui touchent la profession. Moyen d'action, en conformité avec la mission, la Fédération organise des activités de formation, d'information, de valorisation, de réseautage, de réflexion et de représentation. Il y avait beaucoup d'exemples à ce point-là aussi. On a décidé là, de simplifier un petit peu le tout. Au niveau des structures, ça reste les mêmes choses. Par contre, on a ajouté la direction générale. Elle existait bien sûr par le passé, mais elle ne se retrouvait pas aux règlements généraux et ça, c'était un des points qui justifiait beaucoup de faire cette révision-là. Donc, on a ajouté une section complète sur la direction générale. On a aussi distingué comité exécutif des comités de travail. Il y avait un flou un petit peu à ce niveau-là. Au niveau des membres, les titres de membres demeurent les mêmes. On a simplifié un petit peu au niveau de la définition des membres, notamment en faisant référence à l'article 1 du guide de déontologie qui est en annexe A, où on stipule vraiment c'est quoi un journaliste et c'est quoi une entreprise de presse au Québec. Encore là, c'était dans un souci de rendre ça un peu plus léger et un peu plus ciblé là, dans les statuts et règlements. Donc, on avait un doublon là, avec la définition de journaliste autant là, aux règlements généraux et au guide de déontologie. Le membre associé demeure les mêmes définitions. Membre honoraire qui persiste, qui reste. On a quand même plusieurs membres honoraires, donc c'est important de le garder. Pas de changement là, au niveau des définitions de ce côté-là. Carte de presse, c'est la même chose également. Les obligations des membres, on fait aussi référence au guide de déontologie. Tout membre s'engage à respecter le guide de déontologie et d'agir dans le respect de la fédération, de ses structures et de ses membres. Tout membre s'engage à payer le montant de la cotisation définie par le conseil d'administration ou adopté par l'Assemblée générale des membres pour sa catégorie de membres. Et tout membre s'engage à remplir son profil de membre et en mettre à jour ses informations lorsqu'il y a des modifications à apporter. C'est sensiblement le même texte, un petit peu allégé également. Au niveau des droits et privilèges, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Ce qui est important de retenir, c'est que seul le membre professionnel a le droit de vote lors des assemblées comme aujourd'hui. Et seuls les membres professionnels et associés sont éligibles comme administrateurs. Vous avez sans doute vu qu'on a des nouveaux types d'administrateurs sur le conseil d'administration. On va y arriver. Donc, il y a maintenant une place pour des membres associés. Suspension, expansion, réinstallation, il n'y a pas de changement de ce côté-là, donc on peut descendre. Juste un instant. Oui. Julien, juste, dans le fond, si les gens ont des questions, ils pourraient les mettre dans la discussion. Ça me permettrait de savoir qu'effectivement, qu'il y a des gens qui se posent des questions sur un point précis. Et je pourrais t'arrêter à ce moment-là quand j'ai quelques questions dans la discussion. Oui, tout à fait. Ça va pour tout le monde. Là. Oui, puis on peut prendre des questions en cours de présentation et à la fin, là, il n'y a pas de problème. Juste à me couper parce que je ne peux pas vérifier les deux à la fois. Donc, Assemblée générale des membres, les types d'assemblée annuelles et extraordinaires. On vit les deux ce matin. Donc, c'est les deux mêmes types qui existaient déjà. Les modalités de convocation également sont demeurées les mêmes. Donc, on peut descendre.
Ordre du jour, documentation. On a ajouté au niveau de documentation que le rapport de la présidence, rapport de la direction générale, budget annuel, état financier et les directives concernant les élections doivent être accessibles pour consultation au moins 5 jours avant la tenue d'une assemblée. On n'avait pas cet élément-là. Je pense que c'est toujours préférable que les membres aient accès aux documents avant l'assemblée pour pouvoir les lire et poser leurs questions. Parce qu'en assemblée, souvent les présentations sont un petit peu plus rapides comme actuellement. Assemblée générale extraordinaire, pas de changement de ce côté-là. Les convocations qui peuvent se faire par le conseil d'administration, ce qui vient d'être fait, ou par les membres selon des modalités définies qui sont demeurées les mêmes. On peut donc descendre. Je viens de voir des premières questions apparaître. Alain Castonguay, peut-on nous donner quelle est la date de la plus récente version du guide déontologie? Si Michael, tu veux vérifier pendant que je continue. Puis juste mentionner qu'il va être révisé 2010. 2010, la dernière mouture du guide de déontologie de la FPJQ. Parfait. Donc, 2010 pour la réponse de M. Castonguay. Juste préciser que le comité gouvernance devait faire les statuts règlements et les annexes nouvelles pour adoption aujourd'hui. Par contre, pour la suite du mandat, avec le nouveau conseil d'administration, on va s'attarder aux documents déjà existants, dont le guide déontologique, pour le réviser, donc voir s'il y a des incohérences avec les nouveaux règlements généraux et voir aussi s'il y a des mises à jour à faire là, au niveau des textes. Donc, tout ça va être révisé dans la prochaine année et à la prochaine Assemblée générale annuelle de l'an prochain. On devrait arriver avec des propositions de révision puis vous présenter les changements qui vont avoir été faits. Pierre Langevin, un membre associé, pourra être au CA, y voter, mais ne pourra pas voter comme actuellement en Assemblée générale annuelle. C'est bien le cas, Pierre. On a fait des vérifications. C'est quand même une pratique courante que, par exemple, des actionnaires soient au conseil d'administration, mais n'aient pas de droit de vote en Assemblée. Les spécialistes en gouvernance nous ont dit qu'il n'y avait pas d'incohérence à ce niveau-là. Puis, étant donné qu'on est une fédération professionnelle, on a eu le débat, puis on a décidé de garder donc le vote aux membres professionnels. Ça oblige aussi les membres associés d'aller chercher des signataires professionnels pour leur candidature et autres. Donc, on voulait, oui, faire de la place à des nouveaux types de membres, mais garder l'ADN professionnel de la fédération. Donc, voilà pour cette question-là. Le quorum, 3% des membres professionnels, on était à 2, on a remonté à 3%. On a déjà été à 5 par le passé, si je ne m'abuse. Les pouvoirs de l'Assemblée des membres sont sensiblement les mêmes, donc adopter, modifier les règlements généraux, recevoir, amender, adopter, rejeter les rapports, les résolutions du conseil d'administration. Donc, ratifier aussi ces décisions, voter le budget annuel, fixer le montant de la cotisation, élire les administrateurs et les délégués. On a ajouté ici, il y avait déjà les délégués au conseil de presse, mais on ajoute les délégués au Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, CQMI, qui vient tout juste de naître dans les dernières semaines, officiellement a fait son lancement. Donc, il y a un délégué pour cela aussi. Ce ne sera pas pour cette année, vu que le CA n'est pas encore construit, ça va peut-être être en cours d'année, mais à l'avenir, on va nommer un délégué aussi à l'Assemblée générale annuelle, convoquer une Assemblée générale ordinaire, je l'ai dit, faire tout autre acte ou prendre toute autre décision opportune à la bonne marche de la Fédération. Présidence, secrétariat d'Assemblée, procédure, vote, c'est sensiblement la même chose. On se colle sur le Code Morin, c'est dans la pratique historique de la Fédération. On a ajouté évidemment, je pense que toutes les organisations ont ajouté ça cette année, la participation à distance et la possibilité aussi de faire des assemblées ou des réunions du conseil d'administration, du comité de travail en visioconférence, comme on le fait aujourd'hui, sur décision du conseil d'administration. Donc, on peut continuer. On arrive au gros morceau, le conseil d'administration. Donc, on a modifié les sièges, je vous le disais. On est à 13 administrateurs, le siège 1 à la présidence, 2 à 7 membres professionnels, 8 membres professionnels journalistes indépendants, 9, 10, 11 membres professionnels des régions. On était à 2, on passe à 3 de ce côté-là.
Sièges 12 et 13 qui sont des nouveaux sièges. Le 12, membres associés non étudiants. Il y a eu élection par acclamation de Blaise Gagnon de l'École supérieure d'art et technologie des médias à ce poste-là. Et siège 13, membres associés étudiants. Il y avait 2 candidatures. On va apprendre la personne qui a été élue plus tard, dans l'Assemblée ordinaire plus tard. Le siège 1, donc, de la présidence doit être occupé par une personne issue des membres professionnels. Et pour les sièges 9, 10 et 11, pour les membres professionnels qui travaillent hors de la région administrative de Montréal, on se colle donc sur les régions administratives. Donc, on enlève la 06. De plus, ils doivent résider dans 3 régions administratives différentes. Donc, on ne pourrait pas avoir 3 élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On veut une plus grande variété, le plus de diversité possible. Donc, ça va être 3 régions différentes. Ça se traduit dans la procédure d'élection un petit peu plus loin. Année d'élection, donc pair, impair, on alterne le moitié-moitié. Le siège 13 étudiants va être en élection à chaque année, étant donné que ça peut être un étudiant de dernière année qui va être élu. Je pense que ça risque d'être souvent le cas. Donc, pour pas qu'ils deviennent inaptes à siéger en milieu de mandat, on a mis cette élection-là sur une base annuelle. Présidence d'élection, secrétariat d'élection, ça revient aux procédures habituelles. Au niveau des mises en candidature aussi, on a conservé la façon de faire qui est la mise en candidature sur le web et dans l'infolette avec le vote avant l'Assemblée. Je pense que ça permet une plus grande participation quand les gens ne peuvent pas se déplacer pour l'Assemblée. Les mises en candidature se font séparément pour les sièges suivants. Donc, présidence, on se déclare donc volontaire pour le poste de présidence. On félicite d'ailleurs Michael qui a été réélu par acclamation pour un autre mandat. Siège 8, membres professionnels journalistes indépendants. Siège 12, non étudiants et siège 13, étudiants. Les mises en candidature se font en bloc pour les membres professionnels 2 à 7 et les membres des régions 9, 10 et 11. Comme je le disais tantôt, ça prend 2 signataires pour un bulletin de candidature et ça doit être dans les membres professionnels uniquement. Procédure d'élection, je pense que c'est un des articles sur lequel on a joué le plus longtemps pour en arriver à quelque chose d'assez clair avec toutes les exceptions. Donc, pour les sièges 1, 8, 12 et 13, donc présidence, pigiste, non-étudiants et étudiants, c'est un scrutin habituel majoritaire à un tour. Pour les 2 à 7, c'est plurinominal à un tour, donc c'est ceux qui reçoivent le plus de votes qui sont élus aux 5 sièges. Pour les régions, il fallait faire l'exception régionale, donc les sièges 9 à 11, il y a un tour avec qualification régionale, c'est-à-dire que si le candidat avec le plus de votes provient de l'Abitibi, va être élu. Le second provient de les Laurentides, va être élu. Et le troisième provient de l'Abitibi. Bon, on va sauter son tour étant donné qu'il y a déjà un représentant de l'Abitibi. Et le quatrième était du Bas-Saint-Laurent, il va être élu. Donc, on vient écarter une fois qu'il y a une région qui est représentée, les autres candidats de cette région-là. Si les 3 premiers sont de 3 régions différentes, chacun va être élu. Je vous résume ça de façon plus facile verbalement. Bon, puis pour l'ensemble des sièges, s'il n'y a aucune candidature, on fait une période d'élection séance tenante à l'occasion de l'Assemblée générale d'élection. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a eu des candidatures à tous les postes. Et puis si... Ça va être le cas aujourd'hui, Julien, pour le pigiste. Ah, pigiste, pardon. Donc, on va faire une séance tenante pendant l'Assemblée générale. Voilà pour le résumé de la procédure d'élection. Les mandats, c'est 2 ans et on a un maximum de 5 mandats pour avoir une certaine rotation au CA. Donc, un administrateur qui a effectué 5 mandats consécutifs n'est pas rééligible à titre d'administrateur pendant une période de 2 ans. Donc, peut sauter un mandat et revenir par la suite. Devoir des administrateurs. Tout administrateur doit, dans l'exercice de ses pouvoirs et dans l'exécution de ses devoirs, agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la fédération. Il doit agir en respect de la loi.
de ses règlements d'application, de l'acte consécutif, des règlements de la Fédération. Il doit agir en respect du Code d'éthique en annexe B, qui est une nouvelle annexe qu'on tenait à ajouter, et du guide de déontologie en annexe A. Éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts entre son intérêt personnel et celui de la Fédération. La notion de conflit d'intérêts est plus détaillée au Code d'éthique. Voilà. Pour la rémunération, évidemment, il n'y a pas de rémunération. Par contre, il peut y avoir remboursement pour certaines dépenses liées à des déplacements ou de la représentation. La Fédération n'avait pas de politique de remboursement. On en a adopté une cette semaine. Donc, voilà, en annexé, on a maintenant une politique pour les remboursements. Les pouvoirs du conseil d'administration demeurent les mêmes, essentiellement, désigner les officiers, adopter le plan stratégique, le plan d'action annuel et toute politique structurante, adopter les budgets, superviser l'administration des finances, engager et évaluer la direction générale, interpréter les règlements généraux et les faire respecter, adopter et recommander à l'Assemblée générale pour tout entérinement les changements aux règlements généraux, ce qu'on fait actuellement, et désigner les signataires des contrats et documents officiels de la FPJQ. Séances régulières, on a un total de un minimum de 6 séances par année du conseil d'administration. La participation à distance a été ajoutée, évidemment, et la convocation, là, ça demeure dans les procédures habituelles. Séances extraordinaires du conseil d'administration qui peuvent être convoquées au moins 24 heures avant la dite séance, lorsqu'on a à se positionner rapidement ou à prendre une décision dans l'urgence. On peut continuer. Le quorum qui est à la majorité, prise de décision et vote, c'est la procédure habituelle. Procédure interne, même chose, c'est inspiré du Code Morin. Résolution adoptée hors séance du conseil d'administration. Donc, ce qui est des résolutions, par exemple, adoptées par courriel, où on demande la totalité, la participation totale des administrateurs doivent être ensuite entérinées et inclus aux procès-verbaux réguliers du conseil d'administration. Perte de statut d'administrateur. On perd notre statut d'administrateur si on démissionne, si on est destitué, si on décède, malheureusement, devient inéligible, devient insolvable ou est déclaré inapte. Toute démission doit être transmise à la présidence et à la direction générale. L'absence sans raison valable d'un administrateur à 3 séances du conseil d'administration consécutives est considérée comme une absence permanente et entraîne sa destitution automatique pour favoriser la participation des administrateurs. Le reste, côté vacances aussi, c'est les procédures habituelles. S'il y a un siège qui est déclaré vacant à la suite de la perte d'un statut de membre, il est de l'obligation des administrateurs d'en informer les membres et de faire un appel de candidature de 14 jours. Ensuite, le conseil d'administration nomme au siège vacant une personne possédant les qualités requises et cette personne va être en élection à la prochaine Assemblée générale annuelle automatiquement. On a une question dans le chat. Pourquoi la solvabilité et l'insolvabilité est-elle pertinente? C'est surtout pour des aspects légaux de responsabilité. C'est une pratique très courante que nous avait soulevée l'Institut de gouvernance et notre directrice générale, Martine, avait confirmé le tout. Donc, si un individu est insolvable au niveau de la responsabilité d'administrer un organisme et d'être un chien de garde des finances, il y a une incohérence de ce côté-là. Il y a aussi une question d'assurance par rapport à ça, parce qu'une personne insolvable ne peut pas être assurée pour l'assurance des administrateurs. Oui, l'assurance responsabilité, il y a un problème s'il y a insolvabilité. Officiers, désignation des officiers. Les postes d'officiers sont la présidence, la vice-présidence, le secrétariat et la trésorerie. Pour le gag interne, on a eu une formation où le formateur disait tout le temps trésorerie avec un accent prononcé sur le re. Les postes d'officiers, bon, la présidence est élue, on l'a vu. Vice-présidence, secrétariat et trésorerie sont nommés et les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées par une seule personne. La présidence représente la Fédération dans ses actes officiels, en est le porte-parole et veille au bon fonctionnement de la Fédération ainsi qu'au respect de sa mission.
présente un rapport de ses activités annuelles, faire rapport de ses activités à toutes les séances du conseil d'administration, veiller au sein du déroulement des séances, servir de liaison entre le conseil d'administration et la direction générale et participer à l'évaluation annuelle de la direction générale. La présidence peut aussi participer à toutes les réunions des comités de travail selon sa volonté. Vice-présidence, essentiellement, c'est pour accompagner la présidence et le remplacer en cas de départ ou d'absence. Secrétariat et trésorerie, on est habitué de ces fonctions-là. Seulement, nous avons ajouté que le secrétaire doit siéger au comité de gouvernance et le trésorier doit siéger au comité des finances, qui sont les deux comités permanents qu'on va voir très prochainement. Comité exécutif, essentiellement un comité formé des officiers, mais la composition peut changer selon sur résolution du conseil d'administration. Puis c'est vu beaucoup comme un comité d'urgence quand il y a des décisions, des positions à prendre dans l'urgence. Délégué de la FPJQ, je vais y aller rapidement. Je vous ai mentionné l'ajout du CQMI. Donc, la procédure d'élection est celle qu'on pratique depuis longtemps et va être la même pour le CQMI que le conseil de presse. Et c'est des mandats de 1 an. On a ajouté aussi le nombre de mandats maximal consécutifs de 5 ans. Avoir su que j'allais lire tout ça, j'aurais pris un verre d'eau. Je commence à manquer de salive. D'abord, des délégués agissent avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la fédération, toujours en respectant aussi le code d'éthique et le guide de déontologie. La rémunération aussi, aucune rémunération, sauf des remboursements sur approbation du conseil d'administration ou de la direction générale. Comité de travail, le conseil d'administration doit instituer un comité de finances et un comité de gouvernance. Je vous mentionnais que c'est les deux comités obligatoires. Et tout autre comité jugé nécessaire peut être créé par le conseil d'administration. Il y a des membres aussi qui peuvent être appelés à siéger sur différents comités de travail. Je pense qu'il va y avoir un appel dans l'infolette quand on va constituer les comités de travail de l'année. Par contre, c'est un administrateur qui doit présider le comité. Direction générale, qui est un nouveau chapitre au complet. Direction générale, le conseil d'administration nomme un directeur général comme premier employé de la fédération. La fonction était compatible avec la qualité d'administrateur et de membre. Rôle et responsabilités. Sous l'autorité du conseil d'administration, la direction générale s'occupe des affaires courantes de la fédération et s'assure de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Ses droits et responsabilités sont prévus dans un contrat de travail, lequel doit inclure obligatoirement les éléments suivants. Veiller à l'élaboration d'une planification stratégique sur une base quinquennale. C'est aussi nouveau. On veut prendre l'habitude d'avoir un plan stratégique. Ça va être un des grands chantiers de la prochaine année. Présenter un rapport de gestion à chaque séance du conseil d'administration, assurer la garde du portefeuille et des fonds, soumettre les livres et veiller à la vérification annuelle, avoir la responsabilité immédiate des biens et immeubles, s'occuper de la gestion du personnel, s'assurer que la fédération remplisse les dispositions légales, fiscales et financières, collaborer avec le vérificateur, produire le rapport annuel et le soumettre au conseil d'administration et se soumettre à une évaluation annuelle, qui est une pratique aussi qu'on veut adopter. La direction générale doit participer à toutes les assemblées des membres et à toutes les séances du conseil d'administration, à moins d'une absence justifiée. Droit de vote. La direction générale n'a pas de droit de vote. Section régionale, article très court parce qu'il y a un cadre général de section régionale qui est en annexe, cadre général qui sera revu au cours de l'année également. Donc, le conseil d'administration adopte toute politique ou règlement encadrant la reconnaissance, le mandat, le fonctionnement, le financement et autres exigences concernant les sections régionales. Dispositions financières. Donc, l'exercice financier se termine à toute date fixée par résolution du conseil d'administration. Le reste, c'est très technique et habituel, du copier-coller, je vous dirais, des autres règlements généraux et des bonnes pratiques. Je vous épargne cette lecture-là. La signature de contrat là, pour plus de 5 000 $ ou pour toute dépense non
prévu là, dans les plans et budgets déposés au conseil d'administration, la direction générale doit aller chercher une autorisation préalable, la résolution du conseil d'administration. Assurance responsabilité, on l'a effleuré tantôt, c'est une obligation qu'il faut prendre, donc on l'a ajouté au règlement généraux. Pardon. Et modification au règlement généraux, tout amendement doit être adopté par le conseil d'administration et soumis à la prochaine Assemblée générale annuelle pour adoption. Alors, voilà la lecture de nos nouveaux règlements généraux. Je vois une question dans le chat. De quelle façon sera revu le cadre général? Mon chat vient de changer de place avec l'arrêt du partage d'écran des sections régionales. Est-ce que les régions vont être sollicitées? Tout à fait, Stéphanie. Les régions vont être impliquées dans la planification stratégique et dans la redéfinition du cadre général des sections régionales. Il y a déjà des discussions qui ont été entamées par la permanence avec les présidences régionales sur les nouvelles modalités qui pourraient encadrer les sections régionales, notamment peut-être la création d'un conseil des régions. Alors oui, les régions vont être énormément impliquées dans leur redéfinition là, au cours de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, si je peux me permettre, je voulais te remercier, Julien. Je voulais aussi remercier le comité de gouvernance pour... c'est un travail vraiment remarquable qui a été fait dans la dernière année parce que, faut le dire, nos règlements généraux étaient vraiment passés date. Ça faisait, je compte plus le nombre de décennies depuis qu'ils ont été adoptés. Je pense que les mettre à jour devenait une nécessité. Et je comprends que ça peut sembler administratif pour certains, mais c'était vraiment important parce que le but, c'était d'avoir une base de travail qui couvre à peu près tout ce qui peut arriver. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait par rapport à des événements récents, passés, mais c'est fait aussi pour préparer l'avenir aussi. Le but, c'est d'éviter les questionnements et de permettre de concentrer nos énergies sur la mission de la Fédération, qui est la liberté de presse et le droit des publics à l'information. C'est un excellent travail qui couvre à peu près tout, qui laisse une latitude, sont modernes, sont basés sur les meilleures pratiques de gouvernance dans les OBNL et ça assure aussi une meilleure représentativité des membres parce que ça, c'est vraiment important que dans l'essence de la fédération, qu'on pense aux membres, que ce soit eux qui soient mis à l'avant-plan en fait. En gros, c'est un peu la structure du bateau pour qu'on puisse tous embarquer là-dedans et qu'on puisse lever les voiles, avancer efficacement tous ensemble. Et juste pour terminer mon commentaire, je voulais vraiment remercier Claude Robillard qui nous a beaucoup aidé l'an passé pour faire avancer la fédération. Et avec ta présentation, Julien, j'ai une pensée toute particulière pour Michel Nadeau, qui a longtemps dirigé l'Institut de la gouvernance et qui a grandement assisté la FPJQ dans les dernières années. Il est décédé récemment, mais je suis sûr qu'en voyant le travail qui est accompli, il serait pas mal fier de ce qu'on a fait parce que la fédération lui a vraiment, ça lui tenait à cœur vraiment beaucoup. Voilà. Merci, Michael. Pour te donner une précision, les statuts règlements dataient de 15 ans à peu près. C'est moi qui les ai écrits à l'époque. Est-ce que le code d'éthique doit aussi être adopté? Non? C'est beau, donc on adopte juste les règlements généraux sans le code d'éthique. Je prendrai à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour l'adoption des règlements généraux que Julien vient de nous lire. C'est proposé par Jean-Benoît Nadeau et c'est appuyé par Nicolas Langelier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur les règlements généraux qu'on vient de voir? Là, j'ai encore des mains levées, mais c'est des mains qui sont levées pour proposer, appuyer, je pense. On a une question de Stéphane Giroux. Question, est-ce que le président peut demander le remplacement de son exécutif? La réponse est que non, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Je préciserais que la composition du comité... est décidé.
Autres questions, commentaires sur les règlements généraux? Alain Castonguay, gardez la main levée. Est-ce que c'est pour faire une question? Est-ce que c'est pour poser une question ou... Non, du tout. C'était pour appuyer la proposition tantôt. J'ai cliqué en retard. Désolé. On ne t'entend pas, Alain. Ah, mais c'est beau. Désolé. On l'a entendu. OK. C'est beau? Puis j'ai Pierre Saint-Arnaud. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. J'ai posé ma question, je pensais qu'elle allait à tout le monde, là, mais c'est tombé en réponse directe à quelqu'un. Est-ce qu'on peut m'expliquer la différence entre la dernière ligne de l'article 6.5 qui prévoit qu'un poste reste vacant au CA et l'article 6.19 qui prévoit combler une vacance? Je vois une certaine contradiction. Je voulais savoir s'il y a des conditions particulières qui imposent le fait de laisser un poste vacant et des conditions particulières qui disent qu'on ne le laisse pas vacant. J'ai mal entendu. Tu peux me rappeler les deux articles? La dernière ligne de l'article 6.5, bon, je prends une seconde, je vais aller la chercher. L'article 6.5, la toute dernière ligne. Reçu où j'ai éligé, le siège demeure inoccupé jusqu'à la prochaine élection. Ben, je vais laisser Martine Desjardins répondre à la question de notre directrice générale. Donc, bonjour tout le monde. Désolée, je gère un bébé de 3 semaines en arrière. Donc, pour répondre à cette question-là, principalement, donc, on demande aux gens et un travail aussi du conseil d'administration, aussi des membres, de vouloir poser leur candidature préalablement, donc pour qu'on puisse avoir un vote à l'extérieur de l'Assemblée générale, donc par courriel. Ceci dit, par exemple, s'il y avait quelqu'un qui ne se présentait pas à un poste qu'on a aujourd'hui, un poste de pigiste, la personne pourrait se présenter à l'Assemblée générale. Donc, ça va être le cas aujourd'hui. Donc, il va y avoir, si quelqu'un se présente comme pour le poste de pigiste. Toutefois, si on n'a personne sur le poste de pigiste, à ce moment-là, le poste ne peut pas être rempli. On doit attendre à la prochaine Assemblée générale. Le but de cette procédure-là et pourquoi est-ce qu'on a mis l'impossibilité, en fait, qu'on puisse combler le poste en cours de route, c'est pour éviter, par exemple, que les membres du conseil d'administration font aucune démarche pour aller combler certains postes et par la suite qu'on fait juste coopter nos amis sur le conseil d'administration et donc qu'il y aurait seulement des gens qui se connaissent et qui forment le conseil d'administration et que ce ne soit pas décidé par les membres. Donc, c'est la procédure. C'est une procédure qui est assez courante maintenant au niveau de la gouvernance. Donc, ce qu'on fait, c'est principalement, on essaie d'éviter qu'il y ait plein de cooptations au cours de l'année et de laisser aux membres le soin de pouvoir élire leurs administrateurs. Donc, aujourd'hui, vous allez voir justement cette différence-là. Donc, la majorité des postes ont été élus préalablement. Donc, on a déjà eu des votes et tout ça. On va vous donner les résultats tout à l'heure. Mais pour le poste de pigiste qui n'est pas comblé, il y a quelqu'un qui peut se présenter à l'Assemblée générale. Si ce n'est toujours pas comblé, bien à ce moment-là, il n'y a pas de cooptation possible. Donc, le poste va rester vacant. Du pigiste, par exemple, si personne ne se présente aujourd'hui, c'est sûr que certains vont se dire qu'il manquera un administrateur qui représente les pigistes, mais en même temps, c'est la responsabilité de la fédération de s'assurer au bien-être de tous les membres et de se pencher sur tous les membres. Et ça, c'est le rôle du président du conseil d'administration, que même si on manquerait un administrateur pigiste, il faut tenir en compte de leur réalité lorsqu'on prend nos décisions. Et ça, c'est quelque chose que, évidemment, je m'engage à faire. Merci. Valérie Gaudreau. Oui, bonjour tout le monde. En fait, c'est surtout, je reviens un petit peu en arrière à la question de Stéphane Giroux concernant est-ce qu'un président peut demander le remplacement de son exécutif? Julien, vous tentez une réponse un peu en même temps, là, ça n'a pas été très clair. Je voudrais juste qu'on s'assure de bien répondre à cette question. Je vais laisser la parole à Julien parce que moi, je n'ai pas le micro, fait que je n'entends pas. OK, c'est ça. OK. C'est pour ça que... je n'ai pas le Zoom devant moi, fait que je ne vois pas les questions écrites. Bon, vas-y, Julien. Oui, c'est pour ça que finalement, j'ai parlé par-dessus Mika qui ne pouvait pas m'entendre. Donc, le président, étant donné que le comité exécutif est formé par le conseil d'administration, pourrait approcher le conseil d'administration, loger une demande pour modifier le comité exécutif, mais ça devra être avalisé par les autres administrateurs pour qu'il y ait un changement confirmé. Donc, le président ne peut pas à lui seul prendre la décision de changer le comité exécutif, mais à tout moment pourrait solliciter le CA pour le faire.
Merci, Julien. Puis j'ai juste une petite précision. Dans le début des discussions, j'y étais à l'époque avec Michel Nadeau, dont je salue la mémoire aussi. Il y avait été question, même au début, carrément l'abolition d'un exécutif. On disait que dans certains organismes comme le nôtre, c'était une majorité n'en possédait pas. Donc, je comprends que ça n'a pas été retenu comme option. Non, et principalement parce que le comité exécutif est utile présentement. On s'est posé la question, est-ce qu'il sert à quelque chose? La réponse a été oui, parce que parfois des demandes de réaction dans l'urgence, là, quand il y a des faits qui se présentent, et là, les officiers se rencontrent pour prendre une position au nom de la fédération. Donc, il y a une utilité qu'on voulait conserver. Merci. En même temps, je tiens à rappeler que le rôle du président, c'est lui le porte-parole de la fédération. Donc, le comité exécutif est régulièrement saisi quand il y a des questions qui méritent réflexion, mais en même temps, vous le verrez lors de l'Assemblée générale régulière juste après, j'ai fait énormément d'interventions et dans certains cas, c'est des choses qui sont, je dirais, assez faciles. C'est des réactions qui ne nécessitent pas forcément une prise de réflexion parce qu'ils sont en accord avec les positions qu'a toujours pris la FPJQ. Donc, ce n'est pas nécessairement une sollicitation constante du comité exécutif pour aller de l'avant avec des prises de position, surtout quand elles existent déjà. Merci, Michael. Je cède la parole à Jean-Benoît Nadeau. Oui, merci. Simplement, je voulais poursuivre un petit peu. On en a discuté pas mal au comité de gouvernance. Je voulais simplement aller continuer de répondre à M. Saint-Arnaud, Saint-Amand. Je vois juste Pierre Saint-A, excusez-moi. Concernant 6.5 et 6.19, l'important de comprendre, c'est que le conseil d'administration non, je me trompe. L'Assemblée générale, les membres sont suprêmes. Donc, et ça répond à 6.19, si un poste a été rempli en élection puis qu'il est déclaré vacant pendant l'année, bien, il y a le devoir du conseil d'administration d'exaucer le souhait de l'Assemblée générale et de remplir ce poste-là qui va être soumis ensuite en élection dès la prochaine Assemblée générale. Si l'Assemblée générale, les membres n'ont pas considéré qu'un poste était à remplir en Assemblée générale, bien, ce poste-là va être non rempli pour l'année, puis on ne pourra pas le pacter dans le sens de ce que Martine disait. C'est très important à comprendre cette nuance-là. C'est vraiment pour reconnaître la suprématie finalement de l'Assemblée générale. Merci. Pierre Saint-Arnaud. Oui, je me demandais, est-ce que le fait, là, c'est parce qu'on a lu la proposition complète, on a proposé l'adoption, puis on a secondé l'adoption. Est-ce que c'est toujours sujet à discussion? Est-ce qu'on peut proposer des amendements? Est-ce que c'est possible de faire ça encore? Il aurait fallu proposer des amendements préalablement. On ne peut pas proposer un amendement ici sur la table. Il aurait fallu l'amener précédemment. Parce que ça avait reçu déjà le document avant. Par contre, c'est qu'on pourrait, dans le fond, l'Assemblée pourrait demander de suspendre une partie. Donc, pourrait demander de scinder les règlements généraux et de suspendre un article qu'à ce moment-là, le conseil d'administration sera obligé de retravailler. OK, c'est bon. Je vais juste le dire, là, c'est ce que j'aurais proposé comme amendement, c'est parce que je n'ai pas eu l'information assez vite, parce que j'aurais proposé un seul amendement. C'est à la mission de la Fédération, l'article 2. J'aurais tout simplement ajouté, pour moderniser puis tenir compte de la réalité actuelle, que la mission soit la défense de la liberté de presse et le droit du public à une information crédible et vérifiée. Parce que les sources d'information se multiplient, c'est ce qui nous distingue comme journalistes par rapport à la multiplicité des sources d'information qui n'ont souvent pas cette obligation-là, mais aussi en même temps pour signaler au public c'est quoi notre mission par rapport à ce que les autres font. Et je vais laisser là, cette idée-là dans la tête des gens, là, parce que je pensais que c'était important de le mentionner dans notre mission maintenant. C'est une portion de notre mission qui n'a jamais été modernisée comme telle.
et qui devrait peut-être, à mon sens, être ramené pour tenir compte de la réalité actuelle. Ça se peut qu'il y ait bien de l'opposition à ça, je ne sais pas, mais il me semble que notre travail, c'est ça, d'assurer une information, le droit du public à une information crédible et vérifiée, étant donné l'incroyable multiplication de sources d'informations. Je me sens 12 paires de guillemets là, parce que, justement, c'est un des plus graves problèmes auxquels on est confronté actuellement. Merci, Pierre. Je pense que, dans le fond, le conseil d'administration peut prendre ton souhait et l'examiner en cours d'année et revenir avec une modification s'il y a à la prochaine Assemblée générale. Puis j'aimerais ajouter que vous verrez aussi dans l'Assemblée générale qui suit juste après, c'est la préparation d'un plan stratégique pour justement donner une direction claire à la fédération. Et également, moi j'aime beaucoup ton idée, Pierre, parce qu'évidemment, c'est avec toute la désinformation, on la combat, on le voit en premier plan. Juste rajouter que dans nos règlements généraux, dans notre mission, évidemment, on parle de journalisme. Donc, en annexe, le guide de déontologie qui parle justement d'une information crédible, vérifiée. Mais ce serait un statement que c'est certain que le conseil d'administration va regarder, ainsi que le comité par rapport à la planification stratégique. Merci. Je ne vois plus d'intervention. J'en avais une, mais je pense qu'il s'est retiré. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais demander si quelqu'un demande le vote sur les modifications aux règlements généraux. Je ne vois pas de demandeur de vote. Je déclare. Oui, Didier Berthe. Vous demandez le vote? Je veux juste préciser, là, quand on demande le vote, ça veut dire qu'on veut voter contre. C'est une erreur. OK. Donc, c'est beau. Personne ne demande le vote. Les règlements généraux sont donc adoptés. Ça nous amènerait au point 5, levé de l'Assemblée générale extraordinaire, qui va nous permettre, après ça, d'ouvrir l'Assemblée générale ordinaire. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée générale extraordinaire. C'est proposé par Marie-Ève Martel, c'est appuyé par Silvio Morin. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la levée de l'Assemblée? Personne ne demande le vote sur la levée de l'Assemblée. On lève l'Assemblée extraordinaire. On prend une pause de 5 minutes? Oui, 5 minutes. 5 minutes, maximum. Maximum 5 minutes. Le temps d'aller chercher un verre d'eau. Et on revient en Assemblée générale. Merci.